France Musique. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'agenda de l'été pour 1h30 d'émission qui pousse la porte des églises, qui installe des coussins sur les pierres des théâtres de verdure et qui lit pour vous les brochures des festivals près de chez vous. À 12h15, nous parlerons de 38 concerts en 2 minutes, faudra parler vite, avec le président des musicales de Normandie, Enrique Thérin. Direction la plus belle région du monde, la Normandie, le festival des musiques de Normandie, musical de Normandie, ce festival qui affole toute la scène maritime, comme disent les journalistes sur Internet, démarre aujourd'hui, 28 juillet jusqu'au 31 août, 38 concerts, 350 artistes, tous cueillis à la main par le président des musicales de Normandie. Bonjour Enrique Thérin. Bonjour. Alors vous êtes vous-même originaire de Normandie et nous savons que c'est un lieu qui a vu émerger de nombreux talents et des ensembles reconnus. Est-ce que vous essayez de privilégier les artistes qui viennent de Normandie ? Tout à fait. On a la chance sur notre belle région, la plus belle région du monde, comme vous voulez décrire, d'avoir des très très beaux ensembles, notamment des ensembles de musique ancienne. On a le poème harmonique et correspondance qui sont deux grands fleurons, les musiciens de Saint-Julien également avec François Lazarevitch, l'ensemble Variance avec le compositeur Thierry Pécou, énormément d'artistes qu'en effet on souhaite programmer tous les ans pour les soutenir et les aider à développer leurs projets. Alors vous accueillez cette année encore les talents Adami Classique, un label et un programme qui permettent d'accompagner chaque année 4 instrumentistes et 4 artistes lyriques dans l'organisation de concerts et de résidences. Donner de la place aux jeunes, c'est aussi une de vos priorités. Tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis le tout début. Pour la petite histoire, on est quand même le premier festival qui a invité l'ensemble Pygmalion, qui depuis vole depuis dans les plus hauts cieux de la musique classique. Mais c'est vrai qu'on a toujours voulu donner une place aux jeunes artistes. Les Talents Adami, c'est un formidable concert avec ses 8 lauréats. Donc en effet, 4 chanteurs et 4 instrumentistes. On l'avait déjà fait l'année dernière et ça a eu beaucoup de succès. Et c'est vrai que ça permet de découvrir de tout jeunes artistes apparemment qui ont à peine 20 ans. Et c'est assez génial. Et d'ailleurs, on les reprogramme nous aussi après en concert les années suivantes avec ou leur propre formation ou en récital individuellement cette fois-ci. Alors, les musicales de Normandie, ça existe depuis 2006. Est-ce que vous avez gardé la même ligne ? Oui, j'ai l'impression. Oui, en fait, l'idée, c'est vraiment de sillonner énormément de petits villages et différents lieux. On a 25 différents sur tous les petits. Donc, c'est un festival assez itinérant et évidemment de proposer selon les endroits où on joue, château, église, salon, des formes musicales le plus adaptées possible, tout en essayant de rendre aussi hommage au patrimoine musical normand, qui est quand même aussi très riche, à la fois à l'époque baroque et jusqu'à toute la période romantique et la musique contemporaine. Moi, je me suis toujours demandé comment un directeur de festival, justement, choisissait les artistes. J'avais dit cueillis à la main tout à l'heure, mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que vous allez au concert ? Tiens, eux sont pas mal. Comment ça se passe au quotidien d'un président ? Alors moi, en fait, je suis aussi directeur d'un orchestre qui s'appelle Les Sex, dirigé par François-Xavier Roth. Donc, et je m'occupe aussi de l'atelier lyrique de Tourcoing. Donc, je vois quand même pas mal de concerts, je vois pas mal d'artistes. Et c'est vrai que j'ai des affinités avec les artistes aussi que je rencontre à travers ces deux autres métiers. Aussi, je dois dire aussi un lien fort avec le label Harmonia Mundi, qui est quand même le label des Sex et le label de pas mal d'artistes qui sont programmés dans le festival, puisqu'on retrouve vraiment ce côté aussi très lié aux instruments d'époque, historiquement informés, et des très beaux artistes qui sont en famille, on va dire aussi, avec le label Harmonia Mundi. Eh bien, merci beaucoup Enrique Thérin. On sait maintenant tout. On vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Très bonne journée. France Musique. France Musique, c'est l'été. Bonjour Robin Faro. Bonjour.
Vous jouez de la viole de gambe et vous dirigez votre ensemble près de votre oreille. 3 concerts en ce mois d'août encore ? Au moins 3. Le 13 août, ce dimanche après-demain, un concert au Musical de Normandie à Fécamp pour votre programme Blessed Echoes. Et puis fin août avec un autre programme, Bird Celebration, les 25 et 26 août. Le 25, ce sera au Festival de Sablé et le 26 aux rencontres musicales de Vézelay. On va donc rester un peu proche dans le temps. Ce dimanche après-demain, Blessed Echoes. Vous consacrez ici là, le programme à la musique anglaise, comme vous aimez le faire, déjà avec votre premier disque en 2018 comme Sorrow. La période élisabéthaine, post-élisabéthaine aussi, et particulièrement la chanson avec luth. Et cette fois-ci, c'est une sorte de tradition musicale qu'on appelle les luth songs. Comment vous avez découvert cette grande tradition, ce répertoire ? Alors, d'abord, c'est pas moi qui l'ai redécouvert, cette tradition, mais en fait, elle est à la fois assez célèbre et à la fois pas si donnée que ça, pas si présente que ça dans la vie des musiciens. En tout cas, en tant que violiste, on a un accès à cette tradition assez direct parce que la viole de gambe est un instrument très important en Angleterre. Donc, de fil en aiguille, on en arrive vite en tant que violiste à s'intéresser à la musique anglaise et petit à petit aux grandes chansons du temps shakespearien, grosso modo. Et près de votre oreille, ce sont donc 8 musiciens, il y a 4 chanteurs. Quel est l'instrumentarium choisi pour les accompagner ? Il n'y a pas donc que la luth et la viole de gambe ? Non, sur Blessed Echoes, l'idée c'était d'avoir vraiment ce que j'appelle une fresque de ce répertoire, c'est-à-dire pas seulement de la chanson, mais aussi de ce qui se faisait en musique instrumentale. Donc, il me tenait à cœur d'avoir quelque chose de très varié dans les timbres, et puis de montrer des instruments dont on n'a pas trop l'habitude, comme le sistre, qui est un instrument de la famille des luths avec des cordes métalliques. Qui était très développé en Europe, en Italie, même en France, et puis aussi la lyria viol. La lyra viol, ouais. C'est un peu particulier. Il s'agit soit d'expérimentation qu'on faisait sur la viole de gambe, expérimentation organologique, qui consistait en fait à mettre des cordes sympathiques sur la viole de gambe. Alors c'est quoi une corde sympathique ? Une corde sympathique, c'est comme sur la viole d'amour. Présente dans certaines œuvres de Johann Sebastian Bach. Il s'agit d'avoir des cordes en général sous le manche habituel qui résonnent par sympathie, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'être actionnées par l'archet ou bien les doigts. Elles résonnent par sympathie avec la résonance des précédentes. Et donc la lyra viol aurait été un instrument qui faisait preuve de ce genre d'expérimentation, sauf que on n'a pas vraiment de modèle, et on sait aussi que le terme lyra viol désigne de manière un peu vulgaire simplement le fait de faire une scordatour, ce qui est assez présent au violon, à la viole de gambe. On désaccorde l'instrument au profit de certaines tonalités et de certaines pièces. Ces chansons, par qui était joué ce répertoire profane donc, Robin Faro ? C'était un répertoire... j'aimerais bien être historien de la musique et vraiment avoir une parfaite vision de ce qui se passait. Malheureusement, ce n'est pas le cas, donc je peux vous dire ce que j'ai lu. Oui, vous faites des recherches quand même. Mais c'est vrai que c'est un répertoire qui, je crois, avait la particularité d'être à la fois populaire et puis à la fois réservé à une élite, parce que c'est un répertoire complexe, mais on sait que certaines chansons intervenaient dans les pièces de théâtre et qu'elles avaient donc, je pense, une envergure populaire, puisque on peut imaginer qu'au sein du théâtre élisabétain régnait une forme de mixité sociale, en tout cas supérieure à celle qu'il y avait dans la musique de la chambre, où là on a quelque chose de peut-être de plus réservé à une élite, qui maîtrise vraiment le langage musical. How shall I then describe my love, when all men skillful art is hard inferior to her worth to praise and marvelous art. She's chaste in looks, mild in her speech, in actions all discreet, of ways
action so discreet, of nature loving, praising most, in virtue all complete. And for her voice a feeling, her lip may all its cold, nor sad nor clear than is the light in brighter summer. Mine wherein all virtues rest, and take delight to be, and where all virtues graft themselves in that most fruitful tree. Mine wherein all virtues rest, and take delight to be, and where all virtues graft themselves in that most fruitful tree. What tree not endure, nor heal, nor ever yet see, where part of the virtue always spring, and that God is blessed where she goes, and happy is that walk, from whence she springs that majesty that crafts in such a smoke. That God is blessed where she goes, and happy is that walk, from whence she springs that majesty that crafts in such a smoke. How shall I then describe my love? Comment alors décrire ma bien-aimée alors que son mérite même dans ses détails les moins précieux dépasse l'art du grand poète? Musique de Thomas Ford et les musiciens de l'ensemble Près de votre oreille dirigé par Robin Faro, notre invité ce matin, également à la viole de gambe sur ce que nous venons d'entendre, les quatre voix, la mezzo-soprano Anaïs Bertrand, le contre-ténor Paul Figuier, le ténor Antonin Rond-de-Pierre et la basse Nicolas Broumance, avec donc les instruments dont vous parliez, le sistre et luth de Thibaut Roussel, le virginal de Ronan Khalil et puis Marion Martineau également à la viole de gambe que l'on entend donc en pizzicati plutôt, en tout cas de façon plus anecdotique. La viole de gambe, pour en dire quelques mots, ça n'est pas l'ancêtre du violoncelle, c'est ça, c'est plutôt un mariage entre les violons et les luths. Oui, la famille de la viole de gambe, c'est une famille issue des évolutions organologiques dans le bassin méditerranéen, et celle-ci propose une espèce de mix entre la famille des guitares et des luths et celle des violons, en proposant un instrument fretté comme le luth, avec exactement le même accord, mais à cordes frottées comme les violons. C'est vraiment avec archet. Avec archet. Un extrait de votre programme Blessed Echoes que vous donnerez en l'église de Saint-Étienne de Fécamp pour les musicales de Normandie ce dimanche. Une composition là de Thomas Ford publiée en 1607. Vous avez trouvé des éditions avec des tablatures, c'est ça, pour luth, qui accompagne la voix. C'est tout l'intérêt de ce répertoire de chansons avec luth qui d'ailleurs dépasse bien l'Angleterre. Il est aussi très présent en France. Beaucoup, que ce soit Antoine Boessé, Bataille et d'autres compositeurs français à peu près de la même période et ont beaucoup écrit pour le luth et la voix. Et ce qui est intéressant à cette époque-là, c'est que les compositeurs prennent la peine d'écrire tout ce qui doit être joué par le luth ou bien par la viole. Il y a aussi quelques tablatures de viole. Et ça nous intéresse parce que ça donne une image de leur compréhension, de leur imaginaire, une image de leur imaginaire contrapuntique et harmonique, très claire, alors qu'avec le système de la basse continue qui arrive un peu plus tard,
où l'improvisation règne avec les chiffres comme en jazz, c'est parfois plus difficile d'imaginer ce qu'ils faisaient exactement. À cette époque-là, voilà, les tablatures de luth permettent de vraiment clairement envisager ce dont rêvaient les compositeurs en termes de langage contrapuntique et harmonique. On va passer de cette musique élisabéthaine qui a connu donc un véritable âge d'or grâce à la reine Élisabeth Ier qui adorait les arts, reine jusqu'à sa mort en 1603. On va sauter de nombreux siècles pour arriver là au 13 octobre. On vous donnerait un tout autre programme au festival Aux Armes Contemporains à la Scala de Paris, en partenariat avec France Musique. D'ailleurs, votre duo The Waves avec la mezzo-soprano que nous venons d'entendre, Anaïs Bertrand, concert de lancement de votre nouveau disque. Nous en écoutons un extrait, on en parle après. Merci d'ailleurs parce que c'est en avant-première que nous pouvons l'écouter. J'ai dit à la nuit et qu'au vent de l'aube s'envolait comme la larme il s'évapore. Je veux que le jour le proclame, l'amour comme un temps j'ai caché, et sur mon cœur ouvert penché, comme un grand dansant, il enflamme. Le secret que j'ai dit toujours et l'emporte avec mon amour au pli de sa robe Avez-vous reconnu Gabriel Fauré, sa mélodie Le Secret, opus 23, numéro 3, interprétée par Robin Faro à la viole de gambe en pids et la mezzo-soprano Anaïs Bertrand, un poème d'Armand Sylvestre. C'est donc un extrait en vraiment avant-première de la sortie de votre prochain disque dont vous ferez le concert de sortie le 13 octobre prochain à la Scala de Paris, Robin Faro, avec donc des musiques des 19e, 20e et même 21e siècles. Ici, Fauré, Debussy, Nadia Boulanger, ou encore Philippe Hersant, Fabien Touchard, et puis vos propres compositions. Vous emmenez là la viole de gambe sur des terrains nouveaux. Il y a beaucoup d'arrangements pour viole de gambe, votre instrument, donc, et puis la voix de mezzo-soprano. Est-ce qu'il y a quand même un fil conducteur qui relie tous ces compositeurs dans ce tout nouveau disque, The Waves ? Oui, alors je pense que j'avais envie, quand Rodolphe m'a proposé de faire un disque, je me suis rapidement tourné vers l'idée de ce projet. Et Rodolphe Bruno Boulmier, que l'on connaît bien ici, qui dirige artistiquement la programmation de la Scala. La programmation du label Scala Musique. Et j'ai voulu faire de ce disque peut-être un manifeste de la viole de gambe dans l'ère contemporaine afin qu'elle puisse qu'on puisse aussi l'envisager comme un instrument avec lequel on joue aujourd'hui, pas seulement comme une curiosité du passé. Oh, mais dis donc, ça sort du musée, ton instrument, comme on me le demande souvent d'ailleurs après les concerts. Mais elle est très très ancienne, votre viole de gambe. Non, elle date de 2012 en l'occurrence, celle avec laquelle j'ai enregistré ce disque. Mais d'après une viole de gambe du XVIIe siècle. Tout à fait. Mais la viole de gambe reste encore un instrument qui
parle à l'imaginaire des gens comme quelque chose de très ancien, très abandonné, alors que voilà, j'ai peut-être voulu faire un manifeste de non, la viole de gambe est aussi un instrument contemporain désormais. On peut écrire pour, et puis surtout on peut s'amuser avec. Il y a un fil conducteur dans ce disque, puisque il y a quand même des œuvres d'époques très différentes. Entre romances de Debussy dans les années 1880 et les pièces que j'ai composées, on est sur 150 ans d'histoire de la musique et le fil conducteur, je pense que c'est la voix. C'est la voix, c'est le fait de la viole de gambe étant elle-même un médium de la voix, une voix à part entière, puisque c'est aussi l'idéal des instruments à cordes frottées, de pouvoir être aussi lyrique qu'une voix. Donc les poèmes, souvent des poèmes français, sont certainement aussi un fil conducteur de ce projet. Et vous-même, donc, vous composez, Robin Faro. Nous allons vous écouter dans une œuvre absolument somptueuse, vraiment une chanson pour 4 voix et guitare, sur un poème de Charles Baudelaire, Réversibilité. 8h46, vous avez 5 minutes pour en profiter. Solo
Extrait des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, Réversibilité, ce poème ici mis en musique par Robin Faro, 4 voix de l'ensemble près de votre oreille, et à la guitare, Thibaut Roussel. Robin Faro, vous composez donc vous-même, et puis vous travaillez aussi les musiques d'aujourd'hui, par exemple Fabien Touchard, c'était déjà lui, The Waves. Là, vous allez être en résidence du 2 au 8 octobre à la Cité de la Voix à Vézelay pour un projet d'opéra avec l'autrice Milena Sergault et donc Fabien Touchard qui est en train d'écrire la musique. Est-ce que ce goût du collectif, vous jouez donc avec des musiciens amis, le fait de travailler avec des compositeurs, compositrices vivants, c'est aussi dans cet élan du partage de penser ensemble? Oui, c'est une manière de se projeter avec les musiciens, nos goûts d'aujourd'hui et d'être présent aujourd'hui à ce qu'on fait. Et je pense que c'est important avec la musique contemporaine qu'on puisse y avoir accès et qu'on soit pas que dans les musiques du passé, même si en ce qui me concerne c'est bien sûr là d'où je viens, mais un indice est donné sur le site de la Cité de la Voix quand la viole de gambe devient un personnage d'opéra. Ça suscite la curiosité. Vous pourriez nous en dire un peu plus? Vous n'êtes même pas au courant. Si, quand même. Si, j'ai vu la présentation. Oui, alors on a demandé à Milena d'écrire, qui est une autrice avec beaucoup de talent, et on lui a demandé de faire le livret original de ce qui devrait être un opéra de chant. Je dis ce qui devrait être parce que pour l'instant, on n'en est qu'au balbutiement de ce projet. On a demandé à Milena et Fabien d'écrire pour avoir de quoi constituer 20 minutes de musique. Pour ces mêmes instruments de l'ensemble. Alors, cette fois, il y aura, pour cette première étape, 5 viols de gambe, un théorbe et 2 chanteurs. Et voilà, on aimerait que le projet puisse peut-être ajouter 1 ou 2 instruments en plus, 1 ou 2 chanteurs en plus dans sa forme finale, mais on n'est pas loin d'un petit opéra de chambre avec un effectif restreint. Et Milena a choisi de parler de l'enfantement. Rendez-vous donc pour travailler cet opéra qui est en train de naître justement du 2 au 8 octobre 2023. Robin Faro, je ne sais pas si nous avons pu trouver 2 pépites que voici d'air plus récent où vous reconnaîtrez sans doute Riders on the Storm des Doors et Blackbird des Beatles. À la viole de gambe donc. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor all alone. Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and let you fly. Robin Faro,
Vous vous reconnaissez? Oui, oui. Vous chantez, vous jouez de la viole de gambe. Pour vous, qu'ont en commun ces musiques d'aujourd'hui, celles d'hier, que ce soit Fauré, Boulanger, Doland ou les Doors, par exemple? Bon, l'émotion, certainement, l'émotion, la passion. C'est le fil conducteur de la musique à travers tous les âges. Merci Robin Faro. Je rappelle que vous serez en concert ce dimanche 13 août à Fécamp pour les musicales de Normandie avec le programme Blessed Echoes, et puis le 25 août au Festival de Sablé et le 26 août aux rencontres musicales de Vézelay, cette fois-ci consacrée à William Byrd. On n'a même pas eu le temps d'en parler, mais ce sera pour une prochaine. Et nous allons terminer 8h56 avec cette question que nous posons à chacun de nos invités. Si nous avions une baguette magique là posée dans le studio que vous pourriez utiliser, où iriez-vous, avec qui et en écoutant quelle musique, Robin Faro? Alors, je pense que comme j'en viens tout juste et que j'y suis pas resté suffisamment à mon goût, en plus c'était la première fois que j'y allais, je pense que si j'avais une baguette magique, j'irais bien au fin fond des Cévennes, là, à la sortie de cette émission. Pas pour fuir ce studio, hein, mais simplement pour reconnecter avec cet endroit sublime. J'aurais une tendance à vous dire que peut-être que je n'irai pas y écouter de musique, ou bien pour rester dans le thème de The Waves, écouter de la musique de Debussy, qui aurait peut-être écrit pour la viole de gambe, je ne sais pas. Et peut-être que j'irai soit seul, soit avec, au contraire, 100 personnes pour fêter cette belle région. Mais peut-être que je ferai du vélo aussi. C'est probable. Merci beaucoup Robin Faro. Bon concert à vous et bonne journée. Au revoir. Thibaut Roussel au luth et Robin Faro à la viole de gambe dans The Frog Gaillard de John Dowland, extrait du disque Comme Sorrow de l'ensemble Près de votre oreille. Orgue et clavecin, les deux instruments joués par Louis-Noël Bestion de Camboulas. Voici la réponse qu'il fallait nous donner. Et bravo à Aléna Dumont, Mireille Danotte et Antoine de Bourg-en-Bresse. Vous avez gagné son disque Nuit à Venise, dans lequel évidemment il dirige son ensemble Les Surprises, bientôt dans votre boîte aux lettres. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve une fois le week-end terminé lundi et nous recevrons la compositrice Florentine Mulsan. Merci à toute l'équipe, Fanny Constant à la réalisation, Valentin Lévy-Chaudet, mais aussi Aline Biette et Léa Gramusset qui partent en vacances, bien méritées. Merci beaucoup à vous deux pour votre sérieux, votre implication. Merci. À la technique aujourd'hui, Emmanuel Morse-Duncan et YouTube, Diego Ac-Lopez. Je vous souhaite une très belle journée. Tout de suite, les sagas musicales. Épisode 5, Francis Poulenc, Moine et Voyou. À lundi. À réécouter sur francemusique.fr. Allez, le voilà, notre athlète français qui continue sur sa lancée. Il est concentré, il s'avance.
Et voilà, ça y est, c'est la victoire. Il ouvre son contrat chez EDF. Mais quelle émotion! C'est un grand moment. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont 2 pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une rentrée de champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Musique. France Musique. Bonjour Marie Vermelin. Bonjour Gabrielle. Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes pianiste et vous donnerez un récital dans le cadre du festival Les Musicales de Normandie ce dimanche 20 août, précisément à l'abbaye de Jumièges. Et puis, de belles actualités au disque aussi. Votre participation dans ce très gros coffret compositrice qui est sorti en mars sur le label Palazzetto Bruzzane. Et puis une autre compositrice, pas de la période romantique, bien plus tard, musique d'aujourd'hui, œuvre de Sophie Lacaze. Nous allons en parler. Vous êtes très sensible, très proche, très intéressé par les musiques vivantes. En tout cas, 3 beaux moments là ce matin que l'on va évoquer, où les compositrices sont à l'honneur, parce que donc ce dimanche, pour les musicales de Normandie, vous jouerez les musiques de Mel Bonis, Virginie Morel et Charlotte Sohi. Ça a été un cheminement chez vous de mettre en lumière ces femmes qui en ont manqué, justement. Comment ces répertoires un peu oubliés sont-ils arrivés à vous, Marie Vermelin ? Alors c'est une excellente question. Je dois dire que c'est grâce à cette femme incroyable qui est Claire Baudin, qui assume la direction artistique du festival Présence Compositrice, et maintenant cette énorme base de données qui s'appelle Demander à Clara, et sur laquelle on peut trouver justement plein d'œuvres de compositrices en cherchant des mots-clés avec des mots-clés. Et cette femme m'avait invitée pour un concerto de Clara Schumann la première fois, concerto que je ne connaissais pas, je dois dire, parce qu'il n'est pas du tout au répertoire des pianistes, alors que c'est un répertoire incroyable, ça met en valeur plein de choses, c'est à la fois expressif, à la fois virtuose, tout ce qu'on attend d'un concerto. Donc c'est assez étonnant qu'on ne l'apprenne pas, par exemple, dans les années d'études au Conservatoire national supérieur. Et voilà, en tout cas, j'étais très très heureuse de mettre ce concerto à mon répertoire, et de fil en aiguille, elle m'a invitée pour d'autres récitals. C'est à cette époque-là aussi que j'ai monté certaines des femmes de légende de Mel Bonis, magnifique, que j'ai joué après intégralement à l'Opéra de Limoges et puis dans plein de lieux. Ah oui, c'est des petits bijoux, c'est des merveilles. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et de fil en aiguille, c'est elle aussi qui m'a envoyé un jour le manuscrit des 8 études de mélodique de Virginie Morel, que j'avais abandonné dans un coin de mon ordinateur sans même les regarder. Et puis, lorsque Alexandre Dradvicki, le directeur du Palazzetto Bruzzane, m'a invité pour un récital autour des compositrices romantiques françaises, je me suis dit, je vais peut-être y jeter un coup d'œil, voir si je peux mettre une étude. Et en fait, j'ai tout lu, et j'ai trouvé ça tellement beau que je lui ai proposé de faire l'intégrale. Et à ma connaissance, c'était pas du tout joué. 150 ans après, personne n'avait ça à son répertoire. Et pour Charlotte Sohi, vous avez parlé des femmes de légende, il y a sa sonate pour piano aussi, une très belle sonate, effectivement, qu'elle a composée, qu'elle a créée en tout cas en 1910. Nous allons écouter le 3e mouvement. Qu'est-ce qu'a la musique de cette compositrice qui vous touche tant ? Alors Charlotte Sohi, je l'ai découverte par sa symphonie, qui était interprétée par l'orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Redécouverte récemment. En fait, créée 102 ans après sa composition. C'est quand même assez incroyable, c'est fabuleux. Et j'étais là à la création, j'ai eu cette chance, puisque je jouais aussi le concerto de Clara Schumann, tout est autour de ce concerto, décidément, avec Deborah Weltman à la direction. Ouais. Et elle a fait un travail formidable, elle a écrit aussi un livre autour de Charlotte Sohi, et j'ai été vraiment éblouie par sa sensibilité, par la force de cette symphonie. Il y a beaucoup de tuilage, il y a beaucoup il y a une force expressive, lyrique, narrative qui est vraiment assez étonnante, et voilà, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et qu'on retrouve dans sa sonate. On retrouve d'ailleurs pas mal de timbres, c'est très orchestral comme pièce. Et le dernier mouvement, oui, c'est peut-être pas le plus caractéristique de son style, mais c'est le plus enlevé, c'est le plus enjoué. Alors par contre, à l'époque, un critique l'avait qualifié de danse russe, et apparemment, selon son petit-fils, ce serait une danse bretonne, parce qu'ils avaient une maison en Bretagne, donc apparemment, il s'agirait d'une danse bretonne et non pas russe. Voilà. Les auditeurs et auditrices vont se faire leur propre idée. Nous l'écoutons.
Le troisième mouvement, très vif de la sonate opus 6 de Charlotte Sohi, créée en 1910. Cette danse donc bretonne ou russe. Voilà, on ne saura pas. Marie Vermelin au piano. Notre invitée ce matin, vous la jouerez en l'abbaye de Jumièges, donc pour les musicales de Normandie ce dimanche avec d'autres œuvres, les 8 études mélodiques de Virginie Morel que vous avez évoquées tout à l'heure, et puis Femme de légende de Mel Bonis. Là aussi, quand même, une production pianistique absolument somptueuse, quoi. Il y a quelque chose de très symboliste. 7 portraits qui sont peints musicalement. Oui, tout à fait. Symboliste et symbolique aussi, puisque ce sont des femmes qui sont mises à l'honneur, mais des femmes, c'est pas n'importe lesquelles, issues de la mythologie, la littérature. Citer Phébé, Viviane, Ophélie, Desdémona, Mélisande, entre autres. Voilà. Et ce sont quand même souvent des héroïnes qui ont eu dans leur entourage des hommes un peu spéciaux, voilà, qui se sont égarés ou qui voulaient les tuer pour des raisons quand même assez obscures, comme Desdémone, par exemple, qu'on avait accusé à tort de trahir son époux et qu'elle attend dans cette pièce très 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 belle, très mélancolique, qu'elle attend mais pour qu'il la tue, quoi. Donc c'est assez émouvant. Et ce qui caractérise aussi ces pièces, c'est qu'elles sont d'une incroyable liberté, on sent que c'est vraiment, elle maîtrise totalement son langage, c'est son style à elle. On peut la rapprocher d'un style de Foréen, debussiste. Elle était contemporaine de Debussy, elle avait même fait certaines classes avec lui. Mais voilà, elle a son propre style à elle. Elle ose parfois des carrures rythmiques assez étonnantes, comme dans Salomé, où elle fait 3 temps plus de temps, donc c'est une mesure à 5 temps, enfin c'est une mesure composée, quoi. Des ruptures, des silences comme ça, inattendus, des changements de tempi, il y a beaucoup de liberté et voilà, c'est très plaisant à jouer, ça tombe très bien sous les doigts. Bon, c'est des belles clés d'écoute pour le public du 20 août qui viendra vous écouter, Marie Vermelin. Comment vous rentrez dans l'univers de ces femmes qui ont donc eu beaucoup moins de visibilité, de documentation? Est-ce que d'abord et seulement le texte, ou bien vous aimez aussi connaître leur vie, leur parcours? Comment vous procédez lorsque vous découvrez un répertoire? Alors, je dirais que d'abord, évidemment, ça passe par le texte, et c'est essentiel aussi de comprendre leur langage à travers la musique, sans justement avoir un regard qui peut parfois être déjà un peu biaisé si on sait, si on connaît des choses d'elle. Finalement, quand on joue des pièces du grand répertoire de compositeurs, on va pas forcément chercher quels étaient le contexte derrière de leur vie. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir cette première démarche juste en interprétant l'œuvre et en essayant de chercher ce que cette compositrice a voulu dire, alors même qu'on n'a évidemment pas on n'a pas de support et préexistant souvent, hein, il n'y a pas eu d'enregistrement qui ont été faits, donc on ne sait pas exactement comment ça s'interprète, on ne connaît pas les traditions, mais c'est justement ça qui est passionnant, c'est d'aller chercher comment ça s'interprète. Et après, bien sûr, c'est quand même intéressant, je suis curieuse de nature, donc je vais aller évidemment chercher un peu qui étaient ces femmes. Et dans le cas de Mel Bonis, je vous invite à regarder d'ailleurs, parce qu'elle a une vie assez étonnante, assez incroyable. C'est une mission, voire une responsabilité de les jouer, de les faire connaître, de les imposer, entre guillemets, auprès des programmateurs de salles et de festivals. Marie Vermelin, ces compositrices, ça marche facilement? Alors oui, c'est pas parce que ça marche que je les mets au programme. Je les mettais au programme avant que ça marche d'ailleurs. Mais oui, c'est une mission bien sûr, parce que je trouve que c'est encore assez incroyable qu'elles soient aussi peu jouées, même aujourd'hui où certains disent qu'elles sont à la mode. Je trouve que c'est un peu vulgaire de le dire, mais disons qu'elles sont quand même un peu plus jouées, un peu plus mises à l'honneur. Mais même moi, en toute franchise, qui essaye de les mettre à l'honneur, je suis pas encore à 50-50 dans mes programmes. Je joue encore beaucoup plus de compositeurs que de compositrices. Donc oui, c'est quand même une mission. Dans certains festivals, on me dit non, attention, le public c'est un grand public, frileux, pas connaisseur, alors mettez-nous des tubes. Bon, alors, je mets plus de compositeurs, mais j'essaye toujours d'intégrer quand même une compositrice au programme. C'est une mission que j'essaye de me faire personnellement. Vous l'avez fait à La Réunion, vous en revenez tout juste. Tout à fait. À quelques 10 000 kilomètres de Paris, en concert dans l'église de la Délivrance à Saint-Denis, festival Hocus Pocus, festival plutôt jazz. Comment vous êtes retrouvés là, en quelques mots?
Vermelin. Par hasard, complètement par hasard, par l'intermédiaire d'un ami qui connaissait quelqu'un. Enfin voilà, c'était vraiment un heureux hasard, je veux dire, parce que j'ai passé un séjour fabuleux grâce à toute l'équipe là-bas qui était extrêmement accueillante. Et effectivement, entre les scènes d'enfants pour le piano de Debussy et une pièce de Liszt, j'ai intégré les Femmes de légende de Melbonis. Nouveau disque, Régis Campo. Le pic vert de Régis Campo pour vous réveiller ce matin à 8h47. Anne Cartel à la flûte traversière et notre invitée Marie Vermelin au piano. Un extrait de votre nouveau disque Birds of a Feather qui signifie, c'est une expression qui signifie comme les deux doigts d'une main, c'est ça ? Oui, exactement. Vous êtes très proches, toutes les deux. Un projet de disque du 20e et 21e siècle, des œuvres autour des oiseaux, Messiaen bien sûr, compositeur d'ailleurs au programme de votre premier disque solo, c'était en 2013, mais aussi tous les compositeurs qui lui ont succédé dans le temps. Donc bien après, y compris donc cette musique de Régis Campo. Vous entendez désormais les oiseaux d'une autre manière, Marie Vermelin ? C'est amusant parce que je reviens de la Réunion où justement il y avait plein de sons d'oiseaux. Et ce qui était fabuleux, c'est que ce n'étaient pas les mêmes sons d'oiseaux qu'on entend ici en métropole. Donc est-ce que j'y suis un peu plus sensible ? En tout cas, j'ai toujours beaucoup de plaisir à les entendre. Et sans doute grâce à Messiaen aussi, qui lui était par contre un vrai ornithologue, qui partait dans la nature très tôt le matin pour prendre les oiseaux en dictée et pour les enregistrer. Et d'après ces 2 témoignages d'oiseaux, après, il les retranscrivait en musique pour en faire des chefs-d'œuvre.
La flûte est facilement associable au chant d'oiseau, mais quelle est la place du piano? Certainement d'ailleurs différente pour chacune des pièces, chacun des compositeurs au programme. Oui, absolument. Donc c'est ça qui nous a intéressés dans ce disque. C'est de partir de Messiaen, qui a été évidemment très novateur en la matière, et d'aller explorer aussi comment l'oiseau et la nature, puisque finalement il y a aussi l'environnement de l'oiseau qui est évoqué dans toutes ces pièces, comment donc ces langages-là étaient traités par ses successeurs, donc des gens comme Tristan Muraille, François Bernard Mache, qui ont été tous les deux étudiants dans la classe de Messiaen. Et c'était très très riche en termes de texture, de tempi aussi, de spontanéité. On est obligé de jouer vraiment dans l'instant, avec une joie naturelle comme ça. Enfin, c'est très agréable finalement de mimer les oiseaux et de sortir un peu de son rôle d'humain pour être dans un rôle d'oiseau. Voilà, c'est presque du théâtre finalement, un exercice de théâtre. Du 29 septembre au 1er octobre, Marie Vermelin, il y aura la nouvelle édition du festival que vous avez fondé, Festival Piano d'hier, talent d'aujourd'hui. Vous en êtes donc la directrice artistique. Également, ce sera au château d'Olterib, c'est ça ? Olterib, exactement. À Sermentizon, dans le Puy-de-Dôme. Première édition en 2017. Vous jouerez vous-même ? Oui, cette année je jouerai. Ça fait quelques années que je ne me suis pas programmée, donc là je jouerai un récital. Voilà. Piano d'hier, les œuvres seront jouées sur des pianos fortés, des pianos historiques ? Oui, absolument. En fait, le château d'Olterib accueille un sublime piano Pleyel du milieu du 19e siècle, donc la grande époque Pleyel. Et en fait, il y a quelques années, j'ai été invitée pour un récital sur ce piano-là. J'étais un peu inquiète, j'avais jamais joué sur piano historique, un piano ancien, et j'arrive et je suis bouleversée par le ce son, piano la technique qui m'émeut totalement. Enfin, je sais pas, c'est tout l'ensemble, les registres extraordinaires, les registres tellement différents qui n'étaient pas lissés comme sur les pianos d'aujourd'hui, des aigus extrêmement lumineux, des basses chaleureuses, un son pas très sonore évidemment, mais intime et qui parlait, qui était comme ça. Enfin voilà, donc j'étais totalement émue, et le conservateur de l'époque m'a proposé de créer un petit festival, alors petit 3 jours voilà, dans le temps, mais très intense tout de même dans son contenu, puisqu'on a 4 concerts, une masterclass, 2 conférences, une autour de la collection du château d'Olterib qui est magnifique. C'est un lieu étonnant, qui est classé monument national. Le piano est classé aussi monument historique. Enfin voilà, il y a plein de choses à voir, donc je vous invite vraiment à le découvrir si vous ne le connaissez pas. Et on a aussi une intervention d'un spécialiste des pianos Pleyel qui vient parler de ce piano-là. Et nos invités sont Philippe Cassard, David Lavily, Paul Lecoq, tout jeune finaliste du concours Marguerite Long, et moi-même, donc pour la soirée d'ouverture. Festival Piano d'hier, talent d'aujourd'hui.
Le Papillon, la 8e des études mélodiques de Virginie Morel, interprétée par Marie Vermelin. Une œuvre que donc vous jouerez à l'abbaye de Jumièges ce dimanche 20 août. Marie Vermelin, vous avez été formée auprès de Marie-Paul Siruguet, Hortense Cartier-Bresson, Lazare Berman, Roger Muraro. Quelle place a la transmission dans votre parcours, dans votre emploi du temps aujourd'hui? Vous parliez de masterclass là, pour votre festival Piano d'hier, Talent d'aujourd'hui. Ça a de l'importance dans votre quotidien? Bien sûr, oui. Moi-même, j'enseigne d'ailleurs. Et je veux dire que cette vocation m'a été transmise... Dans un conservatoire Oui, au conservatoire d'Evry. Et cette vocation m'a été transmise par les 4 noms que vous avez cités là. Et une autre dame qui était un peu moins connue, mais qui s'appelait Jacqueline Dussol, qui est décédée quand j'étais ado et qui m'a formée vraiment... Voilà, j'ai eu un parcours un peu atypique. Je suis rentrée au Serreur de Boulogne chez Marie-Paul à 15 ans, directement en 3e cycle. Enfin, avant, je prenais des cours particuliers avec cette dame, mais qui me gardait 2h30, 3h, enfin le temps qu'il fallait. Et elle a décelé chez vous, il faut aller plus loin. Voilà, oui, non, elle était très très encourageante, mais voilà, extraordinaire. Son enseignement était très complet. Et puis, et les 4 noms que vous avez cités, ce sont 4 énormes pédagogues français qui m'ont appris tous des choses un peu différentes, mais essentielles pour le métier de musicien. Vous êtes très impliqué aussi dans les musiques vivantes. On a écouté la musique de Régis Campo. Là, un nouveau disque chez Parati, toujours sorti fin juin. Sophie Lacaze, Il pleut des voix de femmes. C'est un calligramme d'Apollinaire. Les mots qui forment donc un dessin. Ici, c'est comme 5 lignes un peu obliques qui vont de haut en bas, comme des gouttes de pluie ou peut-être des larmes. 4 voix et piano. Premier enregistrement mondial. Vous nous en dites un tout petit mot. Comment elle a pu retranscrire en musique l'esprit, la lettre, la graphie de ce calligramme? Alors ça, c'est à elle qu'il faudrait de poser cette question. Mais Sophie, en fait, elle aime marier les textures. Sophie, c'est ce que j'aime beaucoup dans sa musique, et c'est ce qui aussi revêt un caractère très très poétique. Donc là, ce qui était très beau, effectivement, c'était d'avoir le son des voix humaines parlées mélangées au son de la musique qui était elle-même plus ou moins parlée. Les voix chantées. Plus ou moins chanté. Voilà. Donc c'était étonnant. D'ailleurs, je crois que moi-même, je parle à certains moments. Ça fait partie aussi de la partition pour les musiciens. Elle avait invité aussi un comédien, mais les musiciens aussi parlaient à certains moments. Vous nous direz. Et c'était important pour elle d'entendre non seulement les voix des chanteurs, qui ont plus l'habitude, bien sûr, de parler, mais aussi la voix de la pianiste. Elle voulait absolument que le son de ma voix soit Vous nous aussi direz enregistré. si vous vous reconnaissez là dans cet extrait. Question avant de nous quitter, comme à tous ceux qui viennent à ce micro, en août, peut-être que pour vous connaître un peu plus, où partiriez-vous, Marie Vermelin? Avec qui, en écoutant quelle musique? Là, tout de suite, à 9h01, si vous le pouviez. Alors, là, tout de suite, je reviens de la réunion hier, j'ai atterri hier, eh bien, je repartirai, je retournerai, mais cette fois avec mes enfants, parce que c'était vraiment un gros manque de partir toute seule sans leur faire découvrir à eux aussi toute cette richesse incroyable, toute cette culture. Et évidemment, je repartirai sur ce petit sentier de randonnée, et tout en haut, il y avait un groupe de musiciens traditionnels réunionnais qui jouaient du maloya. C'était complètement extraordinaire, c'était un moment vrai, authentique, et voilà, si je pouvais y retourner avec eux, c'est ça qui serait magique. Merci Marie Vermelin, bon concert. Merci beaucoup. Il pleut des voix de femmes, comme si elles étaient mortes, même dans le souvenir. C'est vous aussi qu'il pleut, merveilleuse rencontre de ma vie. Ô gouttelette, Les voix de l'ensemble Mora Voci, c'est non pas celle de Marie Vermelin, là juste au piano dans Il pleut des voix de femmes de Sophie Lacaze. À réécouter sur francemusique.fr.
Quel record, quelle performance, bravo! Dites-nous comment on se prépare à Paris 2024. Il n'y a pas de secret, c'est de l'entraînement, mais le plus important, c'est de bien s'entourer. C'est pour ça que je suis passé chez EDF en début de saison. Passez une rentrée de champion avec EDF. Jusqu'au 10 septembre, ouvrez un contrat d'énergie chez EDF, fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et tentez de remporter vos places, dont 2 pour la cérémonie d'ouverture. Infos et conditions sur edf.fr/une rentrée de champion. L'énergie est notre avenir, économisons-la. France Musique. France Musique, c'est l'été. Bonjour Vincent Perny. Et bonjour. Quel été, que de concerts. Vous êtes accordéoniste, nous avons réussi à trouver une date pour vous accueillir. C'est vrai, c'est mon petit jour de repos à Paris. Avec un petit lever à 6h. Voilà. Avant que vous ne repartiez sur les routes en France, vous serez en duo avec François Salk, qu'on va en parler. Demain, aux Nuits musicales de Mazog, c'est dans le Var, le 21 août, aux soirées musicales en Val de Sogne, Fontaine d'Auzillac. Et puis le 27 août, dans le cadre du festival Les Musicales de Normandie, concert à Rouen. Et sans oublier, après-demain, peut-être que vous vous en souvenez pas, le 10 août, à l'Alambic des Arts, Villeneuve-de-Marsan. C'est dans les Landes, un concert très particulier, cette fois, vous deux encore avec François Salk, mais avec des chanteurs d'oiseaux, Johnny Rass et Jean Boucaud. Yes. C'est un sacré programme, c'est impressionnant de les voir imiter ces oiseaux. C'est surtout qu'en plus c'est marrant parce que tout le monde est persuadé dans le public en fait que je sais pas, ils ont des appos ou enfin c'est du fake, du quelque chose, et en fait il dit non, c'est juste normal. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et puis pour les Parisiens, juste avant la rentrée scolaire, le 3 septembre, dimanche, au festival Jazz à la Villette pour un nouveau projet à 4, qui commence à dater, mais 2+2 en fait, qui s'appelle Les Égarés, votre duo avec Émile Parisien, qui rencontre sur ce beau projet un autre duo, Vincent Segal et Balaké Sissoko. Le disque est sorti il y a quelques semaines chez Nos Formats. Il est sublime, un bel espace sonore. Non, mais c'est vrai, on sent une ouverture qui ne pourrait jamais se terminer. Des compositions de chacun d'entre vous et d'autres musiciens. Ce quartet, il est né à Lyon, aux Nuits de Fourvière. C'était en quelle année ? C'était en 2000... En 2000... je sais plus. Ça a commencé par un concert. En fait, c'était une invitation, c'était une carte blanche à Vincent Segal. Il a fait un salon de musique. Et qui dit salon de musique dit les gars, je vous dirai sur scène ce qu'on jouera. C'est vraiment, ça vous plaît? Ah ouais, moi ça me plaît en fait, et je trouve que même l'expérience pour le public est superbe en fait. Et donc voilà, on s'est rencontrés comme ça, dans un contexte complètement improvisé. Et en effet, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre nous quatre. Il y avait d'autres musiciens, il y avait Pierre Sfaccini aussi, il y avait Gérald Toto. Et suite à ce concert, on s'est dit mais peut-être il faudrait essayer de pousser un peu plus loin. Mais à la base donc un concert improvisé, comme vous dites, sans répétition, fluide, simple, ça semble évident. Mais après, vous avez eu l'idée de l'enregistrer. Est-ce que c'est compliqué de se réunir déjà? Mais surtout, comment vous l'avez gravé? C'est donc très différent entre le concert et le résultat sur ce disque? Oui, enfin... Après, ça reste toujours surtout quelque chose qu'on partage, hein, des moments où on essaie d'être le plus juste dans l'instant présent. Alors, que ce soit improvisé ou que ce soit des morceaux, en fait, voilà, c'est réussir à trouver une fraîcheur et une spontanéité toujours tout le temps, en fait. Et vous l'avez retrouvé en studio? Oui, alors ce qu'on a fait, c'est que en effet, on s'est dit bon, on amène un peu chacun des morceaux, des traditionnels ou pas, enfin voilà. Et ce qui se passait, c'est que je vais la faire courte. Hein, donc Balaké vit la nuit. Balaké vit vraiment la nuit, c'est-à-dire que moi je sais, j'étais dans la chambre à côté de la sienne et il est au téléphone jusqu'à 6-7 heures du matin. Et il joue de la kora. Et il joue de la kora aussi, donc ça c'est pas mal. Et donc ce qu'on faisait, c'est que il y avait l'équipe Vincent Segal, Émile Parisien, Vincent Perani qui allait travailler le matin. Parce que voilà, on n'avait pas répété, on voulait pas répéter, on voulait se faire vraiment sous les micros. On calait un peu les choses, Balaké nous rejoignait pour manger, et puis l'après-midi, on enregistrait. Et ça s'est fait comme ça, voilà, dans un studio à Gap qui était exceptionnel. Voilà. Et à la base, ça devait se faire à Bamako, chez Balaké Sissoko. Chez Balaké, mais c'est vrai que la situation politique nous a malheureusement empêché d'y aller. On sent comme un jardin où chacun aurait planté des graines de ce qu'il avait envie de manger, de sentir, de cueillir. Moi, en tout cas, ça m'émeut beaucoup ce disque, et en même temps, tout se mélange. Chacun apporte ce qu'il veut, ce qu'il souhaite et ce qu'il sait. Ouais, et puis c'est toujours ce qui était vraiment génial, c'est qu'il y a, il y a pas d'ego en fait, on en a bien sûr, mais on était vraiment tous les quatre au service de la musique. Donc c'est-à-dire il y a pas c'est pas un disque où on va être là dans la démonstration ou dans des individualités ou la performance. Ou la performance, c'est vraiment pour la musique en tout cas.
Sur France Musique à 8h38, une composition de Marc Perron, Esperanza, interprétée par ce quartet Les Égarés, Émile Parisien au saxophone soprano, Vincent Segal au violoncelle, Balaké Sissoko à la kora et notre invité Vincent Perani à l'accordéon. Le disque Les Égarés est sorti il y a quelque temps. Alors là, on vagabonde au milieu de toutes ces sonorités, on se laisse happer. Et pour information, nos auditrices, nos auditeurs, sachez que sur France Musique, le 11 août, c'est-à-dire ce vendredi à 20h, sera diffusé ce concert des Égarés que vous avez donné lors du festival Radio France Occitanie Montpellier. Vincent Perani, une kora, un violoncelle, un saxophone, un accordéon. Comment on trouve la bonne nuance ? Est-ce que ça vous oblige, vous, soit à jouer moins fort avec l'accordéon, ou en tout cas c'est un défi de ne pas couvrir les autres? Parce que vous parliez de, il n'y a pas d'ego, mais justement, comment musicalement ça se retranscrit tout ça? Musicalement, finalement, c'était le plus difficile, c'était pour Émile. Parce que le saxophone, mine de rien, en fait, avait tendance à couvrir de toute façon la kora, donc il a vraiment dû s'adapter à jouer pas fort, mais toujours avec la même, on va dire, la pression d'air, en fait, pour avoir un son constant. Mais il s'en est sorti admirablement bien. Et voilà, on arrive à rester dans un contexte un peu acoustique, quoi. C'est vraiment, après les micros, c'est juste pour souligner un peu ce qu'on est en train de faire, quoi. Là, c'était une composition, un standard de l'accordéoniste Marc Perron. Et on voit vos noms apparaître face au titre du disque, tantôt l'un, tantôt l'autre. Tout est écrit et puis après, on part dans l'improvisation. Oui, on a ces bases en fait, donc de thèmes, de bouts de thèmes même des fois. Et c'est vrai qu'après, et là ça se vérifie vraiment au fur et à mesure des concerts, on arrive à ouvrir de plus en plus, à créer des nouvelles partitions finalement en direct en fait. Et c'est ça qui est très grisant et ce qui fait que nous aussi on se découvre au fur et à mesure et c'est hyper excitant, hyper réjouissant. Et d'où le titre Les Égarés. Qu'est-ce que ça signifie s'égarer? Donc on sort des règles? C'est pas mal, j'aime bien cette idée. En fait, l'idée de s'égarer, en fait, c'est pas de se perdre non plus. En fait, l'idée de s'égarer, en fait, c'est de se laisser aller, de se laisser guider ou pas, en tout cas à droite, à gauche, en fait, et de se perdre sans jamais, en fait, avoir un sentiment d'angoisse. Ou en tout cas, voilà, c'est aussi s'égarer, c'est aussi se laisser surprendre, en fait, je pense. Et j'espère qu'avec ce disque, on arrive à faire ça. Je confirme. Vous serez en concert dans le cadre du festival Jazz à la Villette pour ce projet Les Égarés le 3 septembre. À la base, donc, vous, c'est votre duo, la moitié de ce quartet. Ça a commencé avec Émile Parisien, donc au sax soprano, une sorte de coup de foudre musical et certainement humain. Ça fait plus de 10 ans déjà. Est-ce que vous avez toujours des histoires à raconter ? On a toujours des histoires à raconter, on en a raconté quelques-unes là cet été et on va continuer à en raconter encore. C'est vrai que cette rencontre là qui date maintenant depuis, je crois qu'on a commencé en 2009 à jouer ensemble, c'est quelque chose d'assez magique, assez exceptionnel. C'était aux côtés de Daniel Humer, c'est ça ? Ouais, c'est Daniel Humer qui nous a réunis pour son quartet. Une très bonne idée, Daniel. On te remercie encore 1000 fois. Et nous aussi, on le remercie. Et c'est vrai que, voilà, depuis, on a fait énormément de concerts en duo dans plein d'autres formations. On s'est invités, l'un et l'autre dans nos groupes respectifs. Là, il y a cette nouvelle respiration, j'ai envie de dire, avec ce nouveau format, finalement, avec ces deux duos réunis. Et puis oui, enfin voilà, l'histoire continue. Puis j'espère pour très longtemps. 2014, votre très beau disque tous les deux. Ouais. Belle époque.
Temptation Rag, un extrait du premier disque d'Émile Parisien au saxophone soprano et Vincent Perrani à l'accordéon. Disque Belle Époque qui date de 2014. Vincent Perrani, nous vous invitons aussi parce que cet été vous serez en concert énormément avec François Salk. François Salk, violoncelliste, que l'on connaît bien ici. Il a fait entre autres l'intégrale de la musique de chambre de Brahms récemment avec ses amis Pierre Fouchonneray, Sarah Nemtanou, entre autres. Vous-même, vous avez déjà enregistré plusieurs disques ensemble, tous les deux, Est et Tanguillo. Là, vous vous retrouvez pour de nombreux concerts, mais autour de Bach. Est-ce qu'on peut appeler ça aussi des retrouvailles ? On se quitte jamais avec François. Ah oui. On a quand même toujours... Enfin, ça fait un peu plus de 20 ans qu'on joue ensemble. On en parlait hors antenne. Ça fait bizarre de dire... Oui, ça fait... C'est combien de temps déjà ? 20 ans ? Ah oui, il faut assumer avoir 43 ans. Il faut assumer avoir 43 ans, les poils blancs, tout ça, les cheveux, etc. Mais on a le même âge. Mais donc, on s'est jamais quitté. Et c'est vrai que là, on est en train de travailler et d'essayer, voilà, on commence à jouer un peu en concert notre futur projet autour de Bach. Voilà. Project. Ouais. Après la musique d'Europe centrale et les œuvres de Piazzolla, donc autour de Bach, pourquoi Jean-Sébastien Bach ? Parce que ça fait du bien. Oui. Parce que ça fait du bien. Moi, je sais que pendant le confinement... de tout mon état de jazzman que je suis, les seules choses que j'ai jouées, en fait, c'est des préludes et fugues de Bach, des toccatas. Je me suis remis à jouer ça parce que ça me faisait du bien techniquement, voilà, parce qu'il y a quand même tout. Et puis à la tête, ça me faisait du bien, quoi. Voilà.
Est-ce que pendant vos études d'accordéon au conservatoire, différents conservatoires, vous avez déjà joué des transcriptions de Bach pour accordéon ? Oui, moi c'était la chaconne, c'était mon tube, quoi, un de mes tubes, quoi. Ouais, non, j'ai ça, Bach, beaucoup de compositeurs, Mendelssohn, Scarlatti, enfin oui, ça, je suis passé par là. Voilà. Que découvre-t-on dans ce projet Bach Project avec François Salk ? Est-ce qu'on redécouvre sa musique quand on la joue, quand on la transforme ? Vous improvisez aussi dessus ? Alors, il y aura des passages bien sûr improvisés. Après, en fait, il y aura un ou deux peut-être morceaux de Jean-Sébastien Bach, mais sinon après, c'est surtout, il va y avoir par exemple du Villa-Lobos, les Bachianas Brasileiras, Mendelssohn qui était un fan absolu de Bach, des choses de Brad Meldo aussi, des choses que moi j'ai écrites aussi. En fait, tout en étant inspiré en fait de Bach. Voilà. Et ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner. Ouais. Vous donnerez ce programme donc demain. Dès demain déjà, ouais, c'est vrai. Vous partez dans le Var aux Nuits musicales de Mazog, le 21 août à Fontaine-d'Auziac et puis le 27 août à Rouen dans le cadre des musicales de Normandie. Donc tous les deux. Vous jouez sur ce projet pas uniquement de l'accordéon, je sais que vous jouez aussi du bandoneon, de l'accordina. Est-ce que vous nous feriez un petit cours en quelques mots sur les différences entre ces trois-là ? Alors la différence, on est d'accord déjà, ils sont quand même de la même famille, donc c'est le principe des anches et des lames qui vibrent. L'accordina, on souffle vraiment dedans. Il n'y a pas de soufflet qui va s'actionner avec la main gauche. Le bandoneon, technique quasi similaire à l'accordéon. Les notes sont rangées un tout petit peu différemment que sur un accordéon. Et après le bandoneon, on tire des deux côtés, voilà, pour faire le son. Et l'accordéon, main droite, note seule, main gauche, des accords. Et le soufflet s'ouvre de gauche à droite, quoi. J'ai essayé de faire court, je sais pas si c'était... je trouve ça super. Ok. Vous nous offrez ce matin un extrait de ce projet qui n'a donc pas été encore enregistré. Non, et ce qu'on entend, c'est quelque chose qu'on a rapidement enregistré le 21 juin. C'était ce jour-là, mais pour un prochain teaser qu'on fera. Voilà, donc c'est un tout petit bout de ce qu'on a fait. Vous allez reconnaître peut-être l'allegro final de la sonate numéro 3 en sol mineur BWV 1029, une œuvre écrite à l'origine pour viol de gambe et clavecin. Et donc là, c'est pareil. François Salk au violoncelle et Vincent Perani à la viole de gambe, donc. Exactement. Voilà. Un extrait de la musique de Jean-Sébastien Bach, l'allegro de la sonate numéro 3 BWV 1029. Ici, Vincent Perani, notre invité à l'accordéon, et François Salk au violoncelle. Qui a signé les arrangements ? Comment vous êtes organisé, François Salk et vous-même ? On a fait un peu ensemble. Souvent, après, moi, j'écrivais un peu les partitions. Parce que souvent, ce qui avait adapté, c'était l'accordéon. Mais après, une fois qu'on travaillait et qu'on essayait les choses ensemble, on a encore passé une couche d'arrangement, de dérangement par moment, voilà, pour que ça fonctionne, en fait, que ça soit à notre goût, en tout cas. Galliano à l'accordéon, lui aussi, l'a fait. Bach, dans le texte, il reprenait avec son instrument la partie de la flûte, un bout de la basse continue d'un violon. Il s'attaquait vraiment à la partition. Et en fait, c'est fou que ça puisse... En fait, ça n'exclut pas le swing.
Les single singers l'avaient bien compris déjà dans les années 60. Il y a quelque chose qui fonctionne en fait très très bien aussi en concert et aussi avec vos deux instruments. Ouais, en fait, moi je me souviens même j'avais lu une interview un jour de Duke Ellington qui disait que, en fait, le swing, c'est juste une notion, en fait. Le swing, ça est dans toutes les musiques, en fait. C'est pas forcément le ting, ting, ting. C'est vraiment juste ce sentiment, en fait, de danse ou de rebond, en fait. Et dans la musique, de toute façon, il y a des rebonds partout, que ce soit du classique, du rock, de quoi que ce soit. Donc, le swing, oui, très bien dans Bach, tout à fait. On vous donne une baguette magique dans l'émission chaque jour pour en savoir un peu plus sur vous, Vincent Perani. Vous, pour votre plus grand plaisir, où iriez-vous là, maintenant? Avec qui et en écoutant quelle musique? Alors là, j'irais bien dans mon lit, déjà, premièrement. Et j'irais bien dans mon lit, dans les oreilles, hein, je dis pas dans mon lit, j'invite. On est bien d'accord? Ok, on fait la différence. Mais je mettrais bien un petit Bobby McFerrin avec Chick Corea. Voix et piano. Merci d'avoir été avec nous. Très bien, cette petite question de la fin. Très bien, merci beaucoup. Bon concert à vous. Voici tout autre répertoire, le chant des oiseaux, El Cant dels Ocells, une chanson traditionnelle catalane de Noël et puis retranscrite par Pablo Casals, un symbole de la Catalogne, de la liberté et de la paix. Et on vous écoute. Bonne journée. Merci, bonne journée. El Cant dels Ocells, François Salk au violoncelle et Vincent Perani à l'accordéon. La réponse à notre jeu, Gaspard Dehaene est pianiste, mais il a une autre passion, c'est le tennis. Voilà la réponse qu'il fallait nous donner pour gagner son disque Chopin à la masure, berceuse, mazurka nocturne et autres polonaises. Merci pour vos réponses nombreuses et bravo à Martine de Poitiers et Patrick de Mélès. Dans quelques instants, à suivre les sagas musicales jusqu'à dimanche, Francis Poulenc, Moine et Voyou par Benjamin François. C'est l'épisode 2 tout de suite. Je vous retrouve avec grand plaisir demain dès 7h30 pour Musique Matin et nous recevrons le contrebassiste Diego Humbert, d'ailleurs que vous connaissez bien.
Cher Vincent Perrani, Diego Haber qui sera au Musical du Golf le 12 août et nous le recevons également pour son nouveau disque Le Temps Suspendu. Merci beaucoup à toute l'équipe. Fanny Constant à la réalisation, les attachés de production Valentin Lévy-Chaudet, Aline Biette, Léa Gramusset et Nina Toledano. À la technique avec nous, Emmanuel Morse-Duncan, Alex Autinois et Déborah Dagobert. Très belle journée à l'écoute de France Musique. À réécouter sur France